Bonjour, Ariana Stefanini, ou Bonjour. alors, est-ce que je devrais plutôt dire Cotopopi? Alors, c'est Koto Poppy pour tout le monde et c'est Koto pour les amis. Donc, tu peux m'appeler Koto si tu veux. Super, merci. Commençons par le commencement pour que, comme ça c'est fait. D'où Mhm. ce pseudonyme il vient, Cotopopi, d'où ça vient? Alors, il faut tout d'abord faire une prémisse. J'ai étudié japonais à l'université. Donc, pour moi, toutes les sonorités qui sont japonaises sont assez naturelles. Et j'avais un petit chien qui s'appelait Dali. Donc, rien à voir avec Koto Poppy. Mais disons que son petit nom s'est construit petit à petit. Donc, j'ai commencé avec oh, petit Koto, parce que Koto veut dire machin en gros en japonais. Donc, mon petit Koto, et puis Kotopu, Kotopa, Kotopopi, et voilà, c'est né comme ça. Et comme à l'époque, je faisais de la BD d'humour, des strip comics sur Instagram, c'était un peu, et aussi sur Webtoon, donc on parle de 2014-2015. Et du coup, bah, ça me semblait un nom assez rigolo et adapté par rapport au type de comics que je faisais à l'époque. Et voilà, comme ça, c'est resté. D'accord, merci. Et il est agréable à prononcer, à lire, et il est bien. Euh, on va entrer en profondeur, on va surtout parler d'écriture. Tu as les deux casquettes, tu es scénariste et illustratrice. On va surtout se focaliser sur ton travail de scénariste. Euh, et dans ton parcours, j'ai vu que tu as fait une école de comics que tu as abandonnée avant de revenir à à tes premières amours. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est super compliqué, mais je vais essayer de faire vraiment super vite. Comme ça, on passe aux choses plus costauds pour l'écriture. Donc, en gros, j'ai fait une école de BD en Sardaigne. Donc, j'habite sur cette île dans la Méditerranée. Il n'y avait rien sur la BD chez moi. J'habite dans une ville de taille moyenne, on va dire de 100 000 personnes à peu près. Et quand j'avais 15 ans, ils ont ouvert une école de BD. Donc, j'étais passionnée de manga. J'ai voulu faire cette école. J'ai alterné l'école normale à cette école de BD. Et après, à l'université, j'aurais voulu faire une école d'art et continuer parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'écoles de BD à part l'école Disney dans le nord de l'Italie. Moi, je n'étais pas du tout intéressée à ce style. Et donc, j'aurais voulu faire du manga, mais à cette époque, les gens qui faisaient du manga, c'était des autodidactes. Et du coup, j'avais pas vraiment une école, j'avais pas ciblé une école de BD, mais en général, je voulais faire les beaux-arts. Et disons que ma famille n'était pas très à l'aise avec cette idée. Et donc, j'ai dû faire un peu un compromis. Et c'est dès là que j'ai dévié, on va dire, de ma passion. Et j'ai fait plusieurs années en entreprise, je faisais du management, j'ai pris un master en management d'entreprise, en gestion d'entreprise en France dans les années. Et puis, je suis revenue petit à petit comme un hobby. C'est recommencé 10 ans après avoir tout arrêté. J'ai commencé à faire des BD sur ma vie parisienne et rigolote. Et j'ai découvert Webtoon et comme ça, j'ai commencé à les poster sur Webtoon. Voilà. D'accord. Et cette vie parisienne-là t'a inspiré ton premier webtoon publié en anglais d'abord, La vie en grey. On parlera au cours de l'entretien de ces différentes langues entre lesquelles tu navigues. Donc, c'était en 2015, La vie en grey. On voit tout de suite le clin d'œil au La vie en rose d'Edith Piaf. Tout à Comment fait. on en est arrivé à cette première série Webtoon-là? Est-ce que tu tenais un journal où tu notais un peu tout ce qui t'arrivait? Comment on en est arrivé là? Alors, disons qu'à l'époque, j'étais plus jeune, donc ma mémoire fonctionnait mieux. J'arrivais mieux à me rappeler tout ce qui s'est passé. Donc, j'avais pas vraiment besoin de tenir un journal. J'ai juste commencé à faire la première BD et puis toutes les autres ont suivi comme ça, sans effort. J'avais publié ça sur Webtoon en anglais et ça n'avait eu aucun succès parce que je pense que le public américain à l'époque n'était pas du tout intéressé à la vie parisienne ou tu vois, de connaître la vie italienne à Paris. C'était tellement éloigné d'eux, de leur culture, de leur quotidien. Et du coup, j'ai changé. J'ai laissé tomber la vie en grès à l'époque et j'ai commencé à faire Millennials, qui était
l'idée de faire quelque chose de plus relatable, donc de plus proche de goût et de la sensibilité américaine. Et là, ça avait très bien marché. C'était ma première série qui a fait des milliers de vues, d'abonnés, etc. Et ça m'a même généré de l'argent. J'ai pu les monétiser pendant des années. Et la vie en Grèce, du coup, je l'ai mise en pause. Et puis, quand je suis que Dupuis s'est lancé dans les webtoons, grâce à un ami qui m'a dit ça, je me suis dit, bah, ça serait un projet, la vie en grec, qui est plus adapté au public français, effectivement. Et donc, je l'ai traduit en français et je l'ai proposé à Dupuis. Et donc, j'ai eu mon premier contrat webtoon officiellement en 2000, à cheval entre fin 2018 et début 2019. Et Donc, là, c'est devenu la vie en gris pour la version française qui est disponible sur Webtoon Factory des éditions Dupuis. C'est bien cela. exactement. D'accord. D'accord. Tu évoquais Millennials, qui est aussi publié sur Webtoon. Oui. C'est en 2016 que ça a commencé. Est-ce qu'il y a eu un changement dans ton style d'écriture? On parle toujours d'écriture entre La vie en Grey et Millennials. C'est pas les Alors, mêmes concepts de toute façon. La non. vie en Grey, c'est vraiment une série très développée. Millennials, c'est vraiment une sorte de tranche de vie qui sont captées et balancées, enfin balancées, Oui, propulsées c'est ça, comme c'est ça. ça. Ouais. Bah, c'était fait pour ce que j'appelle les BD d'influenceurs, hein, parce que j'ai essayé de faire grandir mon profil Instagram en même temps et de me faire connaître en tant que BDiste Instagram. Et du coup, il fallait un format court. À l'époque, on pouvait mettre, je pense, au début 4 slides et puis on est passé à 10, mais beaucoup de temps après. Donc, il fallait que les BD soient courts sur les formats. Les golden standards, c'était 4 cases. Donc, il fallait vraiment essayer de rentrer dans cette grille. Tandis que pour la vie en Grèce, j'ai développé déjà des épisodes légèrement plus longs, mais on part toujours autour des 10 cases. Et puis, quand j'ai commencé à publier avec Dupuis, ben, on m'a demandé de faire quelque chose de plus webtoon, donc que ce soit moins format strip comics. Et c'est eux qui m'ont poussé à faire mes premières expériences webtoon, donc essayer de développer des panoramas verticaux, etc. Même si j'ai lisé déjà de webtoon à l'époque, j'étais vraiment beaucoup plus focalisée sur la BD Instagram, donc la BD relatable qu'il fallait qu'elle parle du quotidien et que parle à un public énorme, que tout le monde puisse s'identifier, donc très généraliste, très léger, on va dire. Mhm. Et comment on écrit Millennials? C'est beaucoup d'histoires, c'est beaucoup de personnages. Comment ça se passe, le processus créatif de cette série-là dans le temps? Alors, pour être très, très franche, OK, on ne va pas mettre de barrière, on ne va rien cacher. Bah, dans la vie, il y a ton copain qui débarque dans ta pièce et il te dit un truc, et bah, ça déclenche soit un souvenir, soit ça crée une situation bizarre, et tu juste la exagères afin que ça devienne rigolote, même si c'est tragique dans les fonds. Bah, il faut juste utiliser l'exagération à fond pour créer de la comédie. Là où il n'y a pas de comédie, je cite juste un épisode au pif, mais genre moi qui le matin, je me pose à mon bureau, je commence à travailler avec ma tisane, je fais du yoga, je suis relax, j'ai bien dormi. Et puis, en gros, je suis prête à ouvrir Facebook. Donc, j'ouvre Facebook et 2 secondes après, bah, j'ai un lanceur de flammes. J'essaie de tuer mon ordi, de lui mettre le feu parce que c'est impossible de ne pas haïr le monde en ouvrant Facebook. Donc, voilà, c'est juste du quotidien, mais exagéré pour obtenir tu vois, un moment de cathartique et obtenir, voilà, juste de faire rire quelqu'un pendant quelques secondes. Comment se fait la collaboration avec d'autres? C'est un autre changement au fil des projets. Je vois que tu changeais à chaque fois quelque chose. Oui, C'était toujours. volontaire ou pourquoi? Comment Jamais, ça s'est jamais passé? fait la même chose de fois. J'aime explorer toutes les pistes, j'aime faire tout, même quand je ne suis pas capable, j'aime me planter, mais juste pour avoir l'expérience de quelque chose de nouveau, pour apprendre, parce que j'aime apprendre, c'est ce qui m'anime au fond, voilà, la raison primaire, c'est d'apprendre.
Et en gros, j'ai toujours aimé collaborer avec les autres. Et en gros, le travail du créateur de BD, c'est assez solitaire. Donc, j'avais vraiment envie de me rapprocher d'autres créateurs et surtout de créer un réseau d'entraide. Parce que si ta série n'est pas choisie parce que euh, des éditeurs n'apprécient pas ou peut-être tu n'es pas encore assez bon pour être mis en avant, tout simplement, alors c'est très difficile de te faire découvrir. Et je trouve que oui, si tu n'es pas encore un super dessinateur ou un super créateur, d'une part, je comprends qu'on donne la priorité à des gens qui ont un style beaucoup plus développé. Parce que naturellement, ça résonne sur la plateforme, donc ça donne de la visibilité. Mais de l'autre côté, ça perd une chance pour les créateurs qui sont en train de commencer, d'avoir du feedback du public et de se dire, bah, je dois m'améliorer ici, là. Donc, ce feedback est super important pour grandir dans notre profession. Et donc, je voulais aussi donner la possibilité à des gens qui n'étaient pas connus de se faire connaître. Et donc, j'ai créé une série collaborative et j'ai contacté personnellement des artistes que j'aimais n'étaient pas assez connus pour les inviter à faire un épisode sur cette série collaborative. Au début, j'ai collaboré avec un autre créateur que j'appréciais beaucoup, mais c'est juste quelques épisodes. Et pour la suite, c'était chacun créer sa série, son épisode. Le thème était super simple. C'était les chiens doivent être méchants, les chats doivent être les gentils, ce qui est un peu l'inverse du cliché. Et, Ouais. et ce qui n'est pas simple, hein. Il y a beaucoup de gens qui n'y arrivaient pas, ils m'écrivaient, ils me disaient, mais c'est pas possible d'écrire un truc pareil. Je dis, ouais, ouais, tu peux y arriver, vas-y. Et du coup, il y a des dizaines et des dizaines de créateurs qui ont participé. Et comme notre série était mise en avant parce qu'elle avait assez de succès, parce que tout le monde ramenait son public, grâce à ça, ils ont pu se faire connaître. Et voilà, ce n'est pas le premier projet collaboratif que j'ai créé. J'ai créé aussi un collectif italien de créatrices de BD Instagram. J'ai créé un collectif de créatrices françaises qui malheureusement n'existe plus. Mais c'était toujours dans le but de se dire, moi je ramène mes lecteurs, tu ramènes tes lecteurs. Si même et moi je t'aime, ça veut dire qu'on peut s'échanger notre lectorat en quelque sorte et aussi pour vraiment créer un sorte de système parallèle à l'intérieur de Webtoon pour se dire on n'est pas totalement dépendant du choix éditorial de Webtoon et de la nécessité de pouvoir avoir du succès, d'être super bon, etc. Et c'est juste pour s'amuser, quoi, en gros. Parce que parfois, il faut juste s'amuser à créer. Il ne faut pas être complètement obsédé par les chiffres, par les résultats, par la monétisation. Parfois, il faut juste s'amuser. Définitivement. Euh, à côté de cet aspect, j'ai envie de dire très altruiste, très généreux de ta part, quitte à t'effacer pour donner la place à d'autres, comment s'est fait ce travail à quatre mains ou plus parfois? Vous décidez ensemble du contenu, du scénario, ou comment ça se passait? Moi, j'ai laissé liberté absolue. La seule fois où j'intervenais et je demandais à changer quelque chose, c'était si la BD ne collait pas 100% au thème. Les thèmes, comme je disais, c'était les chats, les chiens doivent être le vilain et les chats doivent être les gentils. Et parfois, comme je disais, les gens, ils n'y arrivaient pas. Donc, ils me montraient ce qu'ils allaient publier et je devais bloquer parce que je disais, mais ici, c'est les chats qui est évidemment les méchants et les chiens les gentils. Je dis, c'est tellement banal, c'est un thème tellement simple, mais les gens, ils s'est planté parce que c'est tellement ancré dans notre tête. Oui, oui, oui. Euh, L'idée que les chats, enfin, il est agressif ou Il il est est méchant, sournois, il est méchant. manipulateur, etc. Et C'est ça. les chiens battus, gentils, etc. Et les gens n'arrivaient pas à sortir de ça. C'est incroyable. Donc, les seules fois où je suis intervenue, c'était pour ça. Mais pour le reste, j'ai donné liberté absolue. La seule chose que je rappelais à tout le monde, c'était de faire un screenshot du thumbnail, donc de la petite image de leur série avec le titre, Mhm. pour rappeler aux gens de les suivre aussi sur leur série principale, parce que le but, c'était de se faire connaître et donc de profiter de cette occasion. Et il y avait un team, on va dire, de 6-7 créateurs qui régulièrement faisaient des épisodes. Et puis, il y a aussi d'autres créateurs qui sont participés seulement une fois. Et après, comme la série générait de l'argent régulièrement, j'ai redistribué l'argent généré par la série sur la base du nombre d'épisodes fournis par chaque créateur tous les 2 ou 3 mois à peu près. Mhm.
D'accord. Une autre série que j'ai beaucoup aimée, malheureusement, elle a très peu d'épisodes. C'est Ok, un de chaque ok. qui a été créé avec Milena Ciccarello. Euh, L'idée est venue de toi, d'elle. C'est, je te laisse pitcher la série pour La commencer. pitch. Ah, bah, c'est une version moderne de Blanche-Neige, tout simplement, Exactement. où les sept nains sont sept garçons très charmants que la fille va connaître à travers une appli de dating, donc une histoire très moderne. On est encore sur comment dire, le décor parisien, avec une vie très frénétique, occupée par le travail, les transports et voilà, les occupations du Parisien typique. Et du coup, parce que la vie parisienne m'a beaucoup marqué, j'ai vécu quand même 8 ans, donc j'avais beaucoup à dire sur ça. Et, Oui, donc, d'une part, ça représentait comme moi j'avais vécu la vie parisienne, cette sorte de déshumanisation du fait que le travail, rien que le travail des transports absorbe tellement la vie qu'il y a très peu de place pour tout le reste. Et dès l'autre, j'avais aussi envie de créer une femme, comment dire, qui ne va pas s'excuser de toutes ses actions. Je ne voulais pas l'héroïne qui est tout le temps en train de penser aux autres. L'autre, il a dit, l'autre, il a fait. J'avais vraiment envie de renverser ces clichés et de voir une fille qui, bah, moi, j'ai vis ma vie. Si tu veux venir avec moi, bien. Si t'en veux pas, vas-y, fais ta vie, quoi. Après, elle change naturellement, elle apprend à se soucier aussi des sentiments des autres parce qu'on ne veut pas qu'elle soit complètement cassée dans son empathie. Elle a quand même des relations saines, entre guillemets, avec sa meilleure amie qui est à l'opposé, une personne très carrée, très relaxe, très chill, qui a une vie euh, tout à fait normale. Elle est mariée, elle aime son mari, elle a un job tranquille, elle bosse de chez elle, donc elle a une vie complètement différente. Et voilà, elle change un peu à travers ces rencontres qu'elle fait, mais surtout ça racontait des gens qui sont obsédés par la perfection et les détails à la place de regarder un peu l'ensemble. Donc, à la place de regarder bah, cette personne est une personne saine, globalement, oui, peut-être elle n'est pas bien habillée, oui, peut-être elle parle d'une façon bizarre, oui, peut-être elle n'est pas les princes charmes des bouquins qu'on me lisait quand j'étais petite, mais elle est une personne saine, pas toxique, qui a des valeurs, qui se soucie des autres, qui est toujours disponible pour aider. Et donc, un peu de se dire, bah, il faut arrêter de regarder les détails à chaque fois parce qu'on ne va jamais être heureux si on se soucie trop de détails. Et il faut regarder the big picture, tu vois, l'ensemble. ouais. Et voilà, et voilà, et juger de l'ensemble et pas seulement d'un petit, pas obsédé, rester obsédé par un petit détail qui ne compte rien en gros. Et cette héroïne assez singulière, elle a, j'ai envie de dire, perturbé plus d'un. J'ai lu des commentaires, des commentaires de lecteurs qui étaient assez déroutés, qui étaient Oui, assez, ouais, qui qu'il aimait avaient l'habitude pas. d'avoir des héroïnes qui sont des princesses propres sur elles, des jeunes dames propres sur Des elles, saintes. qui n'en voient pas tout. Comment je suppose que tu as lu certaines de ces réactions-là. Comment tu as vu, enfin, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Ça t'a Alors, pas donné... Oui, vas-y. alors, il faut dire que c'était aussi le début de ma collaboration avec Milena. Depuis, on a travaillé sur deux autres, enfin, une autre série entière qu'on a terminée, et là, on travaille sur notre troisième série. Donc là, on se connaît parfaitement. Si j'écris une chose, elle sait exactement ce que je veux. Mais à l'époque, je pense que quand elle lisait les scripts, elle avait l'impression que ce personnage était plus méchant de ce que je voulais qu'il soit. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, elle lui donnait cette expression super méchante, quoi. Enfin, il y a une scène Ouais. où elle quitte un mec à un McDo. Elle s'est dit, ah, je suis prête à passer au prochain. Elle est en train vraiment, elle se comporte comme une super vilaine. Et moi, je ne l'avais pas écrit aussi extrême quand même. Mais elle l'avait interprété comme ça. Et à l'époque, je n'avais pas confiance vraiment dans ma direction artistique, assez confiance.
pour lui dire non, c'est pas comme ça, je voulais dire autre chose. Et je me disais que l'artiste devait quand même s'exprimer librement. Et Avoir ça, les bien. depuis, j'ai un peu changé cette vision. Je ne veux pas dire que mes artistes ne sont pas libres, mais je trouve que la direction artistique doit être unique. Donc, si c'est l'artiste qui la prend, tant mieux, parce qu'il est capable, donc je laisse faire. Mais si l'artiste n'est pas assez expérimenté, comme les cas de Milena, à cette époque, c'était son premier webtoon, donc, du coup, dans ces cas-là, maintenant, je suis un peu plus ferme et je m'impose un peu plus parce que je regrette certains choix que j'ai laissés courir par peur voilà, comment dire, de la fâcher ou même pas de la fâcher, mais tu vois, comment dire, de diminuer son travail, de la faire sentir moins. Et du coup, voilà, je regrette un peu parce qu'elle n'était pas si méchante qu'elle apparaît dans le tout premier épisode. Voilà. Elle est vraiment passionnante, Merci. cette jeune dame et cette histoire-là. C'est vraiment... Après, euh, je vais donner un conseil à tous les scénaristes de Webtoon parce que j'ai beaucoup discuté du fait que l'héroïne n'était pas aimable, enfin, elle n'était pas sympa. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ont abandonné la lecture à cause de ça. Pour la suite, bah, je n'ai eu que des éditeurs qui ont insisté que l'héroïne doit être sympathique dès le début, parce que sinon les gens vont pas accrocher. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup, j'ai beaucoup appris de cette série parce que c'était une de mes premières. Et effectivement, à partir de ce moment-là, comment dire, j'ai eu un shift aussi par rapport aux éditeurs parce que les éditeurs de Webtoon aussi étaient à leur début quand j'ai commencé à faire mes premières séries. On a un peu ouais. marché en parallèle. Et donc, du coup, bah, aussi, l'éditrice à cette époque n'était pas assez expérimentée pour me dire bah, cette héroïne n'est pas assez aimable. Et du coup, voilà, depuis, j'ai toujours, à peine, quand je mets quelques traits de l'héroïne qui n'est pas super, super correcte, maintenant, les éditeurs, tout de suite, non, 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 il faut qu'elle soit aimable, il faut que les gens accrochent tout de suite avec son attitude, il faut que à chaque fois qu'elle fait quelque chose qui paraît méchant, soit justifié par quelque chose d'autre. Et donc, maintenant, je fais beaucoup attention à que mon personnage principal, que ce soit un homme ou une femme, bah, soit effectivement facile à aimer dès les premiers épisodes, qu'on accroche tout de suite avec ses problématiques, avec son point de vue, parce que c'est vraiment important dans un moyen comme le webtoon qui est très rapide, que les gens, quand ils lisent les premiers épisodes, déjà, ils accrochent à ses problèmes, ils s'identifient, puissent s'identifier ou de même comprendre ses motivations. Surtout, voilà, avant la fin du troisième épisode, les gens, ça doit être clair pourquoi le personnage agit comme il agit, même s'il apparaît méchant, mais ça doit être toujours justifié. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je donne à tous les scénaristes de Webtoon. Merci. En leur nom, vu que j'apprends à écrire les webtoons aussi, en leur nom, je t'en remercie. Bien. Est-ce que justement, il y a une façon différente de préparer ou de développer, de raconter une histoire dans laquelle le héros est un homme ou un personnage masculin qu'une histoire où c'est plutôt une héroïne, une femme qui est personnage principal? Est-ce qu'il y a des différences, des différentes façons de travailler, de raconter l'histoire, est-ce qu'il y a une différence? Il y a une énorme différence, mais plus que par rapport au genre du personnage, c'est au genre du webtoon. Donc, si notre protagoniste, bah, elle est l'héros d'un fantasy action, il aura des caractéristiques. S'il est l'héros du romance, il aura d'autres caractéristiques. Donc, c'est plutôt les genres du webtoon qui dictent les codes que les personnages vont devoir plus ou moins respecter. Parce que les webtoons a ces codes. On ne va pas dire hein, que les personnages, c'est un peu toujours les mêmes, mais on sait ce qui fonctionne et on sait ce qui ne fonctionne pas. Donc, si tu veux sortir du cadre et faire un truc complètement original, tu devras au moins insérer quelques codes pour aider les lecteurs à se repérer. Et après, pour la suite, tu peux, comment dire, virer un peu du code et essayer d'explorer des nouvelles pistes. Mais au tout début de l'histoire, afin que les lecteurs restent
et qui te suivent, il faut vraiment que quelques codes spécifiques du genre soient là. Donc, la difficulté, ce n'est... Désolée, dis-moi. Non, 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 vas-y. La difficulté, ce n'est. Vas-y. Non, la difficulté, c'est vraiment comment dire, intégrer ces codes de façon un peu originale, mais sans trop s'éloigner. Et après, je répète, pour la suite, on peut vraiment s'éloigner, expérimenter, mais au tout début, il faut vraiment les intégrer. Donc, il faut connaître que si tu fais un fantasy action, tu dois avoir lu à minima Solo Leveling, mais beaucoup plus possiblement, et avoir intégré quels sont les codes que l'électorat de ce genre s'attend, et les proposer à minima dans les premiers épisodes. Puis pour la suite, tu peux essayer de virer et partir explorer d'autres pistes. De toute façon, tu auras toujours le feedback des lecteurs qui vont te dire s'ils apprécient ou pas. Donc voilà. J'allais justement te demander quels sont ces codes-là, mais là, tu as commencé à répondre. Ça dépend vraiment du genre, voilà, qu'on Oui, démarre. après, il y a des sous-genres. Donc, dans les genres fantasy romance, par exemple, tu auras les sous-genres de la romance de bureau, tu auras le sous-genre de la romance de la réincarnation, etc., etc., ou de la femme du mariage forcé, des choses comme ça. Donc, il y a des sous-genres. Donc, l'auteur qui se rapproche à un type d'histoire, la première chose qu'un éditeur de webtoon va te demander en tant que créateur, c'est de lui dire dans quel genre s'insère ta série. Euh, Parce que il sait que si les moments où il te met un tag dans ta série, et donc ta série est disponible sur cette sélection de webtoons qui appartiennent à ces genres, bah, ton webtoon doit coller à ces genres, au code de ces genres. Donc, il faut toujours, quand on commence à créer librement, ok, on ne décide pas, oh, aujourd'hui, je vais faire une romance de bureau réaliste, entre guillemets, moderne. Et, et ça ne marche pas comme ça. Tu as une histoire, tu veux la dire, tu as tes persos. Une fois que tu la complètes, que tu as une idée d'où va ton histoire, tu te dis, OK, cela appartient à ces genres. Par exemple, j'ai écrit une BD où les protagonistes font beaucoup de sport. Donc voilà, ça appartient au genre sport. Mon protagoniste est un jeune garçon qui veut devenir le champion du monde de voilà, ex-sport. Et donc, du coup, une fois que j'ai mon histoire, je vais regarder d'autres webtoons qui appartiennent à ces genres. J'essaie d'étudier les codes de ces webtoons, surtout de ceux qui ont du succès. Et on veut essayer d'intégrer ces codes pour la suite. Donc, pas partir des codes et créer ton histoire en essayant de la forcer dans ces codes, mais à l'inverse, une fois que tu Ouais. as ton histoire qui est complètement originale, essayer d'intégrer ces codes qu'on sait qui font la recette d'un webtoon à succès. C'est plutôt ça. Mhm, d'accord. Très bien noté. Merci beaucoup. Euh, je sais que tu as travaillé sur beaucoup, beaucoup de projets. J'invite les spectateurs, les participants aux Journées africaines du Webtoon à regarder, à apprécier. Mais toi, je ne vais pas te demander le projet que tu préfères, sur lequel tu as préféré travailler, mais quel est le projet le plus euh, challenging, qui t'a le plus, l'un des au moins, projets qui ont représenté un défi important pour toi, et à quel niveau, comment ça s'est passé? OK. Alors, il faut dire que pour un scénariste en général, donc pas que pour moi, je pense que les projets plus difficiles et les projets où tu travailles, enfin, pour ceux qui travaillent en tandem, donc un scénariste et un artiste, donc il y a beaucoup d'éléments du webtoon qui ne dépendent pas de toi, mais qui dépendent de l'artiste. Donc, les projets les plus compliqués, c'est celui où la relation avec l'artiste n'est pas optimale euh, pour différentes raisons. Ça peut être parce que votre vision ne coïncide pas, ça arrive même après qu'on a signé un contrat, on ne peut pas tout prévoir. Donc, il faut être préparé à ça, à travailler pendant très longtemps avec quelqu'un avec qui finalement on n'a pas une vision euh, parfaitement alignée. Euh, et donc, en absolu, les projets les plus simples sur lesquels travailler, c'est celui où tu travailles avec un artiste qui est expérimenté,
qui a compris ta vision et qui est enthousiaste du projet. Cela n'arrive pas tous les jours. D'habitude, il y a seulement un de ces éléments qui s'est produit. Donc, soit il est enthousiaste, mais il est inexpérimenté, soit il est expérimenté, mais il n'est pas enthousiaste. Donc, il y a 10 millions de raisons pour lesquelles les gens font du webtoon comme ils font de la BD. Donc, ça peut être que pour l'argent, ça peut être que pour se faire connaître, ça peut être que parce que le projet lui plaît. Et donc, personnellement, ça dépend toujours des artistes pour moi, plus que du projet. Parce que moi, j'aime tous mes projets. Naturellement, si je les fais, c'est parce que quelque chose dans l'histoire m'enthousiasme, j'ai un message à transmettre. J'imagine. J'ai aussi comment dire, un crédit à payer à la banque pour mon appart. Donc, c'est très important que les projets plaisent aussi aux autres, pas que à moi, Ouais. donc à l'éditeur imprimiste, mais après à tout le monde. Mais disons que voilà, moi en général, je préfère travailler avec des artistes qui sont passionnés du projet. Ça, c'est super important. Qu'il apprécie les genres, les personnages, que quand il dessine, il me dise oh, mais je me suis trop amusée à faire cet épisode, c'était marrant. Et ça me motive vraiment à donner les mieux sur chaque épisode, à faire de mon mieux, comment dire, quand j'ai écrit un épisode, je dis ah, cette personne va y travailler, c'est pas assez marrant, c'est pas assez marquant, il doit y avoir une scène plus intéressante. Je dois vraiment donner tout ce que j'ai parce que l'artiste, après, il va kiffer. Donc, pour moi, c'est ça qui est important. Et après, de tous mes projets, il n'y en a pas un que je préfère dans le sens que je trouve qu'il est mieux que les autres, mais j'en ai un qui me tient à cœur parce que je ne l'ai pas vendu. Donc, il n'y a pas eu de compromis par rapport à l'histoire ou au personnage avec un éditeur parce qu'il y a des soucis des ventes derrière. Et je comprends tout à fait avec lesquels je suis d'accord. Euh, mais ces projets-là, j'ai décidé de ne pas les vendre. L'artiste est très passionné du projet, c'est Dolls. Il est aussi traduit en Oui. français sur Webtoon France, mais de base, je l'avais écrit en anglais, donc je l'ai traduit au fur et à mesure. Et Dolls est né comme un film. Donc, j'ai écrit les scénarios d'un film complet, c'est 120 pages de script, Ah pour oui. un scénario de à peu près 1 heure et demie, 2 heures. Enfin, un film de 1 heure et demie, 2 heures. Et je l'ai soumis à un concours aux US. Malheureusement, il n'a pas été sélectionné, mais l'histoire me tenait tellement au cœur et je voulais tellement la raconter que j'ai demandé à Kibitzer, qui est l'artiste avec qui on a gagné les concours Webtoon en 2020, si ça lui plaisait et si elle voulait le réaliser, parce que pour moi, il n'y avait qu'elle qui pouvait dessiner cette histoire. Et heureusement, elle a accroché, elle a beaucoup, beaucoup aimé. Et du coup, bah, ça fait des années désormais qu'on y travaille de façon complètement gratuite, tous les deux, parce que j'arrive pas à les monétiser. Maintenant, comment dire, avant, c'était beaucoup plus simple de monétiser une série sur un Webtoon US Mhm. grâce à la pub, grâce à leur programme des créateurs bonus, etc., etc. Maintenant, les critères sont plus stricts et c'est plus difficile. Donc, même si on a beaucoup de lecteurs, on a du mal à la monétiser. On participe au programme Créateurs aussi des tapas, on a été sélectionné. Donc, Exactement, oui. on a beaucoup de lecteurs, on a à peu près 2000 lecteurs sur tapas, je pense, c'est peut-être 9000 sur Webtoon. C'est quand même une série des niches, ce n'est pas une série classique, elle est très lente, pour la simple raison qu'elle n'a pas été écrite comme un Webtoon. Donc, je respecte le script original pas à pas, je n'échange pas les dialogues, tout est exactement comme je l'ai écrit. Et ce n'est pas conçu pour être un webtoon à épisodes très courts. C'est conçu pour avoir des images qui bougent, tu vois, de la musique sur le fond, etc. Donc, c'est super lent. C'est ce qu'on me dit et je n'ai rien à faire. Je l'aime de tout mon cœur. Kibi l'aime. À chaque fois qu'elle réalise, elle m'envoie un épisode terminé, j'ai les cœurs qui battent, tellement c'est beau et tellement je vois l'amour qu'elle a infusé dans chaque image. Et voilà, pour moi, c'est les moments où je me sens libre de créer sans contrainte. Donc, j'aime que ce soit pas parfait et je l'aime pour toute son imperfection, on va dire. Je ne dirais pas que Dolls n'est pas parfait. Je l'ai pas vu sur Webtoon, c'est plutôt sur Tapas que j'ai vu quelques épisodes. C'est vraiment beau et vraiment très spécial. On va revenir un peu plus tard sur le concept de Dolls. Je veux qu'on boucle Vas-y. cet aspect de collaboration. Comment on fait quand c'est
difficile quand on n'est pas aligné avec l'artiste avec lequel on collabore, l'illustrateur ou le scénariste, parce que je sais que quand on est artiste, on est relativement susceptible. En tout cas, on aime ce qu'on a créé, on a mis son âme dans le scénario ou dans les dessins qu'on a créés. Et c'est pas très évident de bien prendre les critiques, les reproches. Est-ce que tu as une recette pour arriver à faire passer la pilule à ton partenaire d'écriture quand vous travaillez? Comment tu fais? J'ai un énorme avantage par rapport à la plupart des scénaristes qui ne sont pas dessinateurs. Moi, je suis dessinatrice et Oui, je ne dessine absolument pas aussi bien que les artistes avec qui je travaille, heureusement, qui ne sont pas aussi mauvais que moi. Mais j'ai un niveau de dessin qui est suffisant à lui oui, transmettre très, exactement mon idée quand j'en ai besoin. Donc, d'accord, typiquement, si un artiste n'arrive pas vraiment à envisager ce que je veux lui dire, je lui fais le storyboard tout simplement, avec beaucoup de détails sur les visages, sur les expressions. Donc, ça veut dire que je corrige tous les storyboards moi-même une fois que même les sketchs ont été réalisés. Si une expression ne colle pas, si une expression aussi corporelle ou un mouvement ne colle pas, je peux lui dessiner exactement ce que je veux. Et du coup, à la fin, on arrive toujours à obtenir la meilleure solution parce que, en gros, une fois que l'artiste voit comment cette scène aurait dû être à la place de ce que lui, il a fait, visuellement, parce que les artistes sont visuels, donc visuellement, plutôt que lui expliquer la raison pour laquelle cette expression ne va pas, je lui montre. Et une fois qu'il la voit, il comprend tout de suite. Ah oui, maintenant j'ai compris ce que tu voulais dire, je comprends pourquoi ça c'est mieux. Et ça marche dans les 90% de cas. Euh, Si on n'a pas cette possibilité de pouvoir réaliser par soi-même, concrétiser, on va dire, l'idée qu'on essaie de transmettre à l'artiste et l'artiste fait quelque chose de différent, typiquement, ce que je fais, moi, je vais par étapes. À la place, c'est lui dire, cette chose est complètement à refaire, tu l'as complètement raté, qui n'est pas constructif. Je lui dis, tu pourrais, s'il te plaît, voir si ça marche mieux en faisant ce petit changement. Donc, on fait un petit changement. Et après, il me dit, comment ça va? Maintenant, ça va. Et je lui dis, non, il y a encore quelque chose qui ne marche pas. Est-ce que ça pourrait être ça? Tu peux faire un test en modifiant ça. Et d'habitude, en deux, trois tentatives, on arrive à trouver un compromis qui satisfait tout le monde. mhm, De toute manière, les critiques doivent être constructives, c'est-à-dire que si tu vas chez un dessinateur et tu lui dis simplement ça ne va pas, ça ne sert à personne. Donc, tu dois aller voir un dessinateur et lui dire cette chose ne va pas pour cette raison. Et si tu l'as fait de cette autre manière, ça marchera mieux. Pourquoi? Et expliquer bien toutes les raisons pour lesquelles tu veux faire ces changements. Et puis, je pars toujours de tester. Je ne pars jamais de dire tu dois le faire comme moi je l'ai dit. Je dis toujours on peut tester aussi une autre solution et voir si ça marche mieux. Après, si ça marche pas mieux, on garde ta proposition. mhm. D'accord, merci, merci, merci pour ça. Je parlais du concept de Dolls. Tu l'as écrit à la base comme une histoire de film. Euh, j'ai cru le comprendre. Est-ce que cet univers-là, ce monde-là, écrire pour d'autres médiums comme la télévision, le cinéma, ça ne t'a jamais intéressé? On va parler de livres juste après. Je sais que là, par contre, tu as franchi le pas. Et ces autres médiums-là, ils t'intéressent pas, ils t'ont pas intéressé. Ou alors c'est un pas dans cette direction que tu fais avec Dolls. Alors, quand j'étais jeune, j'écrivais des bouquins et des histoires courtes. Et j'écrivais aussi du théâtre parce que j'étais très passionnée du théâtre. Donc, pour moi, on va dire que le théâtre, c'était un peu la forme la plus proche de la BD parce que naturellement, j'écrivais des BD aussi. Et pour moi, l'écriture de film, ça se détache pas beaucoup de l'écriture pour le théâtre. En gros, c'est la chose qui lui ressemble le plus. Donc, on va dire que l'écriture de film, c'est quelque chose qui m'intéresse, pas au niveau de m'y appliquer vraiment et c'est pas obsessif, mais j'aimerais un jour effectivement pouvoir réaliser quelque chose, même un court métrage.
La pub m'intéresse énormément. J'adore la pub D'accord. Ah quand elle oui, est bien faite. Les formats super courts, où tu dois trouver une idée des génies qui reste imprimée dans les têtes des gens en très peu de secondes. Enfin, je trouve un challenge incroyable. Il y a des créatifs exceptionnels qui travaillent dans la pub. Par contre, la télé, un peu moins. Je pense que bah déjà, je n'ai jamais travaillé en tandem dans l'écriture et dans la télé, c'est nécessaire dans la plupart des cas. Il y a effectivement une direction artistique où il y a une personne qui s'occupe de garder la cohérence de toute la série, etc. Mais d'habitude, des épisodes sont écrits par des personnes différentes ou il y a même des tandems d'écrivains qui travaillent sur le même épisode. Donc, je ne sais pas si je serais capable effectivement de travailler à quatre mains sur un scénario. Mais bon, si l'opportunité un jour frappait à la porte, moi j'essaye tout, je dis jamais non. oui. Et après, à la limite, je vais réaliser que je ne suis pas capable de le faire, je vais passer à autre chose, mais je dirais J'en jamais j'en non. doute, j'en doute fort. Et il y a ces vases communicants-là entre le webtoon, il y a beaucoup d'adaptations en série télé, en série d'animation et tout. Et bien évidemment, des adaptations en livres. Là, je veux parler d'histoires succulentes, par exemple. Oui. Dis-nous-en un peu plus. Comment c'est arrivé? Comment on va dans cet autre monde-là? C'est un peu différent des webtoons, Ça me l'édition fait mal, papier. ça me fait mal parler d'histoire succulente parce que la prod du Aïe, bouquin est bloquée depuis combien de mois? Depuis 5 mois à peu près. ah ouais, En gros, notre éditeur américain a eu des soucis avec leur graphiste et il a dû d'accord. tout reprendre, tous leurs projets. Ils ont, je pense, une quinzaine de projets à zéro. Donc, en gros, ils Aïe, sont bloqués depuis 5 6 mois parce que les graphistes étaient en train de refaire toutes les maquettes de tous les bouquins qui avaient un prod. Et donc, voilà, on est encore en train de discuter de la troisième des couvertures, à trouver des choses pareilles quand le bouquin aurait dû sortir en septembre. Et moi, mais oui, j'ai passé tout l'été à faire la com en disant que le bouquin sortait en septembre. Et finalement, si on a la chance, ça sortira en février. Sinon, même plus tard, parce qu'il n'est pas encore parti chez l'imprimeur. Donc, ça me fait un peu mal parler de ça à cause de ça. Mais bon, après, ça ne dépend pas de nous. J'y peux strictement rien. Les projets est né quand j'habitais à Montpellier. J'ai passé 2 ans à Montpellier et j'ai rencontré des artistes qui faisaient des séances de drink and draw. Donc, on se réunissait devant une bière pour dessiner ensemble. Et à l'époque, je faisais encore de BD, des strip comics. Et j'avais eu cette idée de créer une BD parce que quand j'allais dans des petits magasins d'objets pour la maison, etc., je voyais qu'il y avait toujours ce thème des cactus qui revenait, des bouteilles avec des cactus dessinés, des cahiers ouais. avec des cactus, des cactus, des cactus. Et j'ai dit, mais ces cactus sont anonymes, n'ont pas de vie, c'est des cactus n'importe lesquels. Il faut avoir des cactus avec une identité, un nom, une Mais oui, personnalité. Et après, vendre les mêmes choses avec les cactus, mais avec des personnages réels derrière. Et du coup, ça, c'était l'idée de base. Je voulais créer une série qui soit finalisée à vendre de la marchandise. Et donc, c'est comme ça que j'ai trouvé une artiste très talentueuse de Montpellier, une artiste française qui s'appelle Moko Pink, c'est son pseudo. Je ne peux pas dire son nom, il faut dire d'accord. Le son pseudo, pseudo. c'est déjà bien. Donc, Mokopink. Moko Pink, tout minuscule. Et on peut la trouver facilement sur Instagram. Et en gros, je lui ai demandé de me faire. J'avais déjà fait les chara design moi-même. Donc, j'avais réalisé les sketchs de personnages et naturellement, elle les a modifiés, les a améliorés. Et l'idée, c'était de commencer la série gratuitement et après se partager le revenu une fois qu'on aurait réussi à la monétiser. On a réussi effectivement à la monétiser de plusieurs façons différentes. À un moment donné, la série a eu un très gros succès. On a presque 50 000 lecteurs sur Webtoon US. Et en gros, j'avais créé aussi un shop parce que dans ma vie précédente, je faisais des sites web. Donc, j'ai créé le site, enfin, la boutique en ligne de Succulents.
on s'appuyait sur des prestataires qui réalisaient de la marchandise on demand. Mhm. Et en gros, on a commencé à vendre de la marchandise succulent. Par contre, comme l'artiste, ni moi ni l'artiste, on était rémunérés en dehors de très peu de l'argent qu'on arrivait à faire avec la monétisation, donc Patreon ou la monétisation Webtoon, elle n'avait pas l'opportunité de se mettre à plein temps sur la série et de réaliser beaucoup d'illustrations, de faire tout le travail qui aurait été nécessaire pour vraiment faire grandir l'affaire. Et moi, je ne pouvais pas me permettre de la payer, malheureusement, parce que j'ai gagné à peine pour m'en sortir moi-même. Et donc, du coup, les projets, il n'a jamais vraiment décollé dans le sens où je l'avais envisagé au début. Mhm. Ça reste quand même un succès au niveau des lectorats et comment dire, des nombres de gens qui ont pu l'apprécier. Et finalement, j'ai trouvé un éditeur américain qui était intéressé à faire la version papier et on a dit oui. Et là, on attend. Et il y a eu une adaptation vers la version papier ou alors c'est vraiment les histoires telles qu'on les a sur C'est les Webtoon mêmes histoires hein, avec en D'accord, plus, parce qu'en gros, une façon de monétiser la série, c'était de mettre des cases bonus sur Patreon. Donc, chaque épisode a des cases bonus qui n'ont jamais été publiées sur Webtoon US et ni sur Webtoon France. Et ces cases bonus seront dans les bouquins. Donc, il y a du contenu extra. Mhm. D'accord. On arrive presque au terme de notre entretien. Et j'ai vraiment pas envie qu'il se termine. Je l'évoquais au début de notre échange. Tu navigues entre différentes langues. Tu parles italien, tu parles français, tu parles anglais. En tout cas, tu publies dans ces trois langues-là, mais tu as étudié le japonais, le chinois également. C'est quoi? C'est un don et comment tu arrives à, à naviguer, pour reprendre ce mot-là, entre ces trois langues principales-là dans lesquelles tu publies et est-ce que tu réfléchis d'abord en italien avant de l'écriture en anglais? Comment ça se passe? Toutes La, ces langues. la vraie question est comment tu travailles sur des séries en français avec des artistes italiens? Ça, c'est la vraie question. Ah ouais. Tant que c'est l'anglais, ça va, je peux écrire tout en anglais. Ouais, Mais quand il s'agit de montrer des choses à un éditeur qui parle en français et tu écris les dialogues en français, alors travailler avec des artistes italiens, c'est vraiment compliqué. Donc, j'ai trouvé une méthode à moi qui essaie d'écrire, en gros, je dois traduire. J'écris tous les scénarios en italien, enfin toutes les parties d'accord. descriptives. Donc, le personnage dans cette case, il fait ça, tout ça, c'est en italien. Tandis que les dialogues, je l'écris en français parce que c'est plus naturellement pour moi d'exprimer directement en français. Parce que si je devais traduire, écrire les dialogues en italien et puis j'allais les traduire pour le storyboard, pour le lettrage, je ferais une traduction qui sonnerait traduite. Voilà, donc faux, pas naturel. Et donc, du coup, j'ai écrit directement les répliques en français. Et après, une fois que j'ai fini d'écrire tout ça, j'ai fait la traduction en italien des répliques pour les artistes, sinon ils ne comprennent pas ce qui se passe. Donc, ça me prend un temps fou pour préparer ces scénarios. Mais en gros, ça marche. Et oui, c'est pas facile de gérer des séries dans deux langues. J'écris presque rien en italien. J'ai fait seulement une série en italien pour Otaku Toon il y a des années, et puis j'ai pu travailler en italien. Euh, et du coup, j'ai travaillé surtout en anglais et en français. Et j'ai fait des journées entières dans une langue et des journées entières dans l'autre parce que sinon, je deviens folle. Ça m'est arrivé de passer une journée entière à écrire en français et d'avoir un call avec mon éditrice qui vit à Los Angeles à 8 heures de soir en anglais. Je ne comprenais rien. J'étais complètement. C'était un échec total. Il y avait des mots français qui s'infiltraient. Quand je n'arrivais même pas en français, c'était des mots italiens. C'était une cata. Ouais, le cerveau, il est élastique, mais quand il est fatigué, il a du mal. J'imagine un peu. Merci beaucoup. On est vraiment au bout de notre échange.
quel conseil, quelle recommandation tu donnerais à des auteurs, surtout jeunes, qu'ils soient scénaristes uniquement ou illustrateurs et scénaristes, euh, qui s'intéressent au webtoon, quel conseil tu leur donnerais? Je sais que toi, l'une de tes richesses, c'est la lecture, pas uniquement de webtoon. Je sais que tu lis beaucoup de webtoon, mais également des livres. Tu disais dans une interview, ah oui, c'est ce que j'allais dire dans l'interview que je mentionnais, Frank Coria, tu disais que l'objet que tu as le plus chez toi, ce sont des livres. C'est l'objet que tu as le plus chez toi. Donc, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à nous autres qui nous intéressons à l'écriture de webtoon, que ce soit du point de vue pour s'inspirer, s'enrichir, mais également, pour terminer, ma question est longue, qu'est-ce qu'il faut regarder quand on doit collaborer avec un éditeur, quand on doit mettre son travail sur une plateforme? Voilà, j'en profite voilà, de soumettre toutes ces requêtes-là en Ok, même temps. j'essaie de faire Ouais. la partie des choses dans ma tête. En gros, les conseils, je trouve, surtout pour les dessinateurs, c'est de lire plus de webtoons. Parce qu'il y a beaucoup de dessinateurs qui sont passionnés de manga, par exemple, et ils pensent qu'ils peuvent se mettre à faire du webtoon sans lire de webtoon, et ça, c'est faux. Il faut lire plein de webtoons, comprendre bien les codes et les appliquer. Parce que c'est pas au hasard que les webtoons coréens fonctionnent aussi bien et ont du succès, c'est qu'ils ont trouvé une formule qui marche. Donc, il faut essayer de comprendre c'est quoi cette formule et l'appliquer. Et donc, il faut vraiment étudier les webtoons en tant que, euh, comment dire, art, forme artistique indépendante. Donc, c'est pas parce que tu fais bien du manga que tu peux faire du webtoon bien. Donc, ça, c'est surtout pour les artistes. Tandis que pour le scénariste, euh, ça, c'est un peu plus compliqué. Il y a toujours les codes à appliquer, faire très gaffe à que les personnages soient intéressants. Donc, les 3 premiers épisodes sont critiques, sont super importants. Et par rapport au dossier, il faut se dire que oui, allez, il faut un peu mettre à part son ego, se dire, ah, mais cette histoire est super intéressante, je trouve qu'elle est trop belle, donc forcément les autres vont aimer. Il faut vraiment essayer de se mettre dans la peau de l'éditeur qui va recevoir ça et qui est partagé entre ses goûts personnels, ce que le public aime, ce que l'éditeur s'attend de lui et le fait que cette série doit être monétisée parce que c'est ça qui compte finalement, parce que la série puisse survivre, c'est qu'elle doit rapporter de l'argent qui après peut être réinvesti sur d'autres séries. Donc, il faut vraiment se mettre de la part enfin, dans la peau de l'éditeur à se dire, cette série, oui, elle est intéressante, mais est-ce qu'elle va vendre bien? C'est quoi les éléments qui vont être accrocheurs pour le public? C'est quoi qui va les intéresser? C'est qui, en lisant cette histoire, pourrait s'identifier et me suivre jusqu'au bout? Parce que je pense que si on arrive à faire cet exercice, on arrive mieux à communiquer avec l'éditeur qui ne devra pas être, comment dire, avoir ces rôles un peu de vilain qui va te dire oui, mais ces trucs, ils ne marchent pas. Il faut éviter de forcer un éditeur à te dire ça. Il faut essayer de faire un maximum de travail en amont et arriver avec une histoire que tu sais déjà que ça pourrait marcher pour X raisons et être capable d'argumenter ça avec ton éditeur. Donc, être plus vendeur. Pour les scénaristes, je dis, mettez la casquette de marketeur et apprenez c'est quoi les points clés qui vont vendre la série. Parce que si tu les mets déjà dans la bouche de l'éditeur, il va aller voir euh, sa maison d'édition et va se dire, cette histoire va vendre parce qu'il y a ça, ça, ça et ça. Et c'est mieux que ça vienne de toi, que ce soit quelque chose que lui, il doit extrapoler, qu'il a 10 millions d'autres choses à faire. C'est mieux que ce soit clair. Donc, les points forts, les points vendeurs de ta série, tu dois les avoir clairs, être capable de les transmettre à ton éditeur, lui faire un peu ce travail pré-mâché, on va dire, parce que si lui, il les comprend bien, il est capable de vendre ta série à la maison d'édition et la maison d'édition saura la vendre à tes lecteurs. Merci infiniment pour ta Bien, disponibilité. On était censé faire une trentaine de minutes, mais tu as accepté de faire beaucoup plus. mais bon, c'est cool. Merci, merci infiniment. C'était très passionnant, très enrichissant. J'ai beaucoup appris. Je suis persuadé que tous
les participants aux Journées africaines du Webtoon vont également être de mon avis. J'espère. Merci, merci infiniment, Koto. Et puis, je te souhaite encore de fabuleuses aventures. Et nous, on sera toujours là pour te lire et apprécier tes dessins. Merci beaucoup et puis De à rien. très bientôt. Merci À beaucoup. très bientôt. Merci à toi.